sais quoi? Non. J'ai appris que Mario est un sale type. Il torture les animaux. Il détruit leur habitat. Il met la vie des enfants en danger. Même avec Luigi, il est méchant. Toi, tu as vu la game théorie en 2 parties sur pourquoi Mario est méchant. Ou plutôt, s'il fallait correctement l'appeler, quels arguments montreraient que Mario est méchant. Ouais, elle est vraiment bien faite. Ça a l'air tellement vrai. En fait, tu penses que ça lit? Je dirais qu'elle serait totalement crédible s'il avait pas fait de manipulation. Quoi? Oui, mademoiselle, parfaitement. Mais tu veux dire ça parce que comme c'est une émission de divertissement, il se permet de faire les conclusions qu'il veut sans rigueur. Non, c'est même pas le problème, mais je vais te montrer ça après le générique. Ok, on roule vite. Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour les No Life. Faites. Ok, déjà pour celles qui ne connaissent pas, Game Theory est une émission YouTube en anglais de MathPath, bien qu'on puisse trouver des versions sous-titrées en français. Il fait donc ce qu'on appelle des théories autour du monde des jeux vidéo. Vous avez déjà entendu des théories des films du style Elsa de la Reine des Neiges est lesbienne, pour prendre un exemple qui me semble bien connu? Eh bien, c'est le même principe. Des gens essaient de trouver des arguments qui prouveraient tel truc. Mais déjà, est-ce que ce sont des théories au sens scientifique du terme? Alors, c'est vrai qu'il y a l'aspect d'un ensemble d'explications qui sont cohérentes entre elles. Bon, après, je me suis déjà demandé si ces théoristes de la fiction, entre guillemets, ne cherchaient pas à confirmer leur hypothèse plutôt que l'inverse, ce qui est un problème méthodologique. Du coup, j'ai demandé à des gens sur des salons Discord sur les théories de fiction, et voilà les réponses les plus intéressantes selon moi que j'ai eues. Voilà d'abord l'avis de Hal de ces dessins animés là qui méritent qu'on s'en souvienne, écrit justement sur un salon sur les théories de fans. Ça dépend. Quand le but est de rendre cohérent un élément de fiction qui, de base, ne l'est pas, exemple, en quelle année se passe Code Lyoko, on fait effectivement comme ça, recherche de confirmation. On fait aussi comme ça quand une interprétation possible est la plus intéressante pour la fiction. Sinon, pour élaborer une théorie, la façon standard de faire est de déterminer quelle interprétation est la moins gourmande en hypothèse. C'est le principe du rasoir d'Occam. Ce qu'il faut voir, c'est que tous les détails non décidés par l'auteur n'existent pas. Donc, il faut en inventer qui colle avec l'œuvre. C'est différent de la recherche scientifique où la vérité préexiste à l'investigation. Tiens, exemple. Dans Batman la relève, Superman paraît moins vieux que Bruce Wayne. Il est moins vieux. CF Superman, l'ange de Métropolis. Il n'y a pas besoin de supposer qu'il paraît moins vieux parce qu'il est kryptonien. Mais ça nous paraît aussi plus intéressant de penser qu'il vieillit normalement dans cette continuité malgré sa puissance phénoménale. Donc c'est l'idée que nous nous proposons de défendre dans notre vidéo, pas seulement parce que c'est la plus raisonnable. Voilà un autre avis d'une personne dont on m'a dit qu'elle était bien calée en cinéma. Alors je saurais pas être plus explicite, mais c'est intéressant. Dans les théories entre guillemets, le nom est pas top mais on a que celui-là, concernant les œuvres culturelles en général, il y a clairement à boire et à manger. Déjà, je les diviserai en 2 genres nommés à l'arrache. Les théories de scénario et les théories d'interprétation. Pour le premier genre de théorie, la grande majorité sont élaborées par ce qu'on appelle communément des fans, principalement à l'attention des autres fans. Donc, leur démarche est plutôt bienveillante à l'égard de l'œuvre. C'est une sorte de petit jeu intellectuel qui va essayer d'apporter de la cohérence à l'œuvre, de développer son univers, ou encore de découvrir des éléments cachés du scénario. Dans tous les cas, les théoriciens, entre guillemets, prennent plaisir à décortiquer, analyser et approfondir leurs œuvres préférées pour en ressortir quelque chose de neuf, et parfois, parce que c'est quand même plus rigolo ainsi, ils omettent les éléments qui vont à l'encontre de la théorie. Après, ils donnent des exemples, mais pour pas être trop long sur cette question, je les saute. Vous pourrez trouver les discussions complètes en lien dans la description. Et sinon, il y a les théories d'interprétation. Là, c'est velu parce que tout de suite, on perd le côté fun des théories de scénario.
Et les théoriciens sont pas tous là par bienveillance. Façon complot facile pour dénoncer les signes Illuminati dans les films ou pour dire que Pokémon est un jeu créé par Satan pour pervertir les enfants. Quand c'est fait sérieusement, je pense qu'on peut sortir du terme théorie et parler d'analyse, comme celle qui propose de voir Matrix comme une œuvre métaphore de la transidentité, ce qui est difficile à contredire au vu du parcours des Wachowski. À mon sens, dans le cas des théories de scénario, elles sont établies de manière plus ou moins rigoureuse par des personnes qui aiment les œuvres et veulent continuer à les faire vivre autrement, et parce que c'est divertissant. Alors que pour l'interprétation, comme ça touche beaucoup plus à ce qui est politique, la mauvaise foi est foncièrement beaucoup plus présente, car il y a volonté de transmettre un message et de convaincre. Et un petit dernier pour la route d'un sceptique. Je pense que le mot important dans cette histoire, c'est fiction. Dès lors, je ne pense pas qu'on puisse vraiment appliquer une démarche scientifique, si ce n'est pour en faire une critique. J'aime bien produire des analyses sur des œuvres de fiction et ainsi élaborer des théories qui viennent mettre en perspective non pas tellement ce qui existe dans l'univers de la fiction, mais ce que l'œuvre nous dit implicitement. C'est une approche pataphysique en quelque sorte. Donc en clair, on ne peut pas vraiment parler de théorie scientifique, mais de toute façon ça n'a pas vocation à l'être, et au contraire, on laisse place à l'imagination. En fait, tu avais probablement raison tout à l'heure quand tu disais que MatPat se permettait de faire les conclusions qu'il veut, vu que Game Theory est une émission de divertissement. Du coup, c'est complètement con d'en parler d'un pensée sceptique, non? Bah, en principe, oui, c'est hors de propos. Mais je vais quand même le faire comme si MatPat prétendait faire de la science, tu vas comprendre pourquoi après. Donc, dans cet épisode, MatPat nous explique que Mario, à une lointaine époque des Game & Watch, faisait faire des tours ridicules et dangereux à Donkey Kong, que ce serait pour ça qu'il avait enlevé Pauline d'ailleurs, a poussé Donkey Kong Jr. à se mettre en danger pour sauver son père, ce qui est factuellement vrai d'ailleurs, a détruit 2 fois l'habitat des Wrigglers, à savoir les chenilles géantes, pour ensuite leur écraser la tête, ou encore, pour conclure, il montre même que c'est un vrai sac à merde avec Luigi. Et sans blague, c'est vraiment crédible, Mais déjà, il y a un gros problème. Je te montre l'extrait et tu me diras si tu as vu ce qui ne va pas. Fast forward to adult Mario, hopping once more atop his trusted and loyal friend to save the day and... wait, he just punched him. Look again. Mario punches the Yoshis to get them to extend their tongue. You can even see the Yoshi flinch before it happens. He is physically beating this animal to get it to do what he wants it to do. And Le pauvre Yoshi. Mais ça va un peu vite, je trouve. Je vais remettre le passage où on voit le mieux le problème. Enfin, quoique, c'est aussi le moment où la manipulation est la plus présente. you can even see the Yoshi flinch before it happens. He Du sens. Oui, mais précisément celui que Matt veut bien lui donner. En fait, si on s'arrête pile poil sur la bonne image, voilà ce qu'on obtient. Attends, il pointe son index vers l'avant. Oui. Voilà des extraits de meilleure qualité au ralenti. Ça dure à peine quelques frames. J'en ai compté 11, mais c'est vraiment très rapide. Bon, bizarrement sur le premier extrait propre, la tête de Yoshi recouvre le doigt dans un premier temps. Mais bref, en vrai, il semblerait plutôt que Mario pointe du doigt quelque chose, sûrement pour que Yoshi l'avale justement. Il lui dit certainement quelque chose, soit attention à ça, ou soit carrément mange ça. Mais bon, il y avait très peu de voix dans les jeux à l'époque. Et entre ça et le peu de pixels dont on avait droit sur les consoles 16 bits, ça peut expliquer pourquoi Mario ne bouge pas la bouche. En fait, les jeux rétro ou stylisés rétro sont un peu comme des films muets. Le langage se fait avec la gestuelle, les mouvements, tout ça. Mais avec des limitations techniques en plus. Et puis, pour les autres arguments, si on les prend un par un et donc qu'on les isole, en vrai ils n'ont pas vraiment de poids. Mais une fois qu'on les met à la queue leu-leu, oui, ça donne un ensemble cohérent. C'est ce que le sociologue Gerald Bronner appelle le millefeuille argumentatif. On essaye de construire une théorie solide avec des arguments aussi béton qu'une feuille. Pensée sceptique, l'émission qui t'apprend le scepticisme méthodologique avec des pâtisseries. Et sans penser avec son ventre pour autant.
Bon, après, j'avoue que cette scène est bizarre à voir, hein. Mario ne l'a peut-être pas fait exprès, mais ça l'amuse. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que Luigi est vraiment le comique de service dans ces scènes. Pas le seul, mais il est quand même très malchanceux. C'est fou le nombre de merdes qui lui arrive, surtout provoqué par ses proches. Regarde celle-là. Ginny jette seulement sa peau de banane pile poil sur le chemin. Et qui est victime de l'accident par la tortue? Luigi. Et encore une fois, il tenait la coupe qui a manqué de casser. Soit c'est lui qui porte la boîte, soit c'est la coupe qui lui porte malheur. Je vais faire une théorie sur sa malchance, tiens. Pourquoi pas, hein? Mais en attendant, il reste une question. Puisque ces théories de fans ne se veulent pas scientifiques, d'une manière générale, selon les avis que j'ai récoltés, pourquoi j'ai traité ça ici? En fait, j'ai voulu utiliser un exemple léger pour vous parler de problèmes qui existent sur des exemples qui le sont moins, voire pas du tout. Pour un exemple comme cette théorie sur Mario, de toute façon, quelle que soit la vérité, ça ne change rien à notre vie. Mais quand ça touche des exemples sérieux, ça peut quand même influencer notre façon de voir le monde et à terme prendre des positions non rationnelles. Les images peuvent être soit volontairement manipulées, soit mal interprétées. Je pense même que la plupart des croyances douteuses sont dues à des erreurs de compréhension et d'interprétation involontaires. C'est l'une des raisons qui poussent les gens à croire en la provenance extraterrestre d'OVNI ou des fantômes, à cause des vidéos débunkées notamment par le vidéaste anglophone Captain Disillusion. Il y a un épisode sous-titré dans la description. Enfin, c'est ma théorie. Pour les images, ça peut être notamment dû à leur mauvaise qualité. P-frames keep distorting the picture way beyond what looks acceptable. They're working from too old a reference. Like if someone blinked and the iframe where their eyes open back up gets skipped, P-frames go on moving the closed eyelids around like they're eyeballs, and suddenly a bunch of conspiracy theorists need to change their pans. Please, somebody try to give me a logical explanation for that. I just did, asshole. It's called Video technology. Si vous voulez avoir l'explication technique complète bien plus claire, faites confiance à la théorie d'Epsilon. Et même sans bug, hein, une photo ou une vidéo peut être mal comprise. Voilà un exemple qui a eu lieu lors de l'attentat de Charlie Hebdo en début 2015. Sur les premières images, la voiture à proximité du lieu de la tuerie a des rétroviseurs gris métallisés. Mais à la fin de la course-poursuite, sur d'autres photos, ces rétroviseurs sont noirs. Selon cette thèse, ce n'est donc pas le même véhicule. Et c'est la preuve d'une mise en scène, d'un complot. Je vous la fais courte, les rétroviseurs étant chromés, ils changent de couleur selon l'angle et la présence ou non de lumière. Voilà comment la science peut nous éviter de croire n'importe quoi. Donc les erreurs involontaires des spectateuristes tiennent à la qualité vidéo dégueu. En fait, rien que le montage permet de changer le message d'une vidéo. Mais là, du coup, on commence à rentrer dans de la manipulation. Je vais te montrer un exemple avec une chaîne YouTube humoristique. Depuis plus de 10 ans, cette personne fait des détournements de bandes-annonces de films, de JT ou encore de discours politiques. Et au-delà d'être drôle, c'est vraiment intéressant, parce que même si celui-ci est parfois grossier, le montage avec éventuellement une musique qui va bien permet de donner un tout autre sens aux images d'origine. Allez, voilà quelques exemples. C'est pas la peine de t'énerver, mon amour, c'est ça? Mais je m'énerve pas. Est-ce que je m'énerve là? Non, non. Oh, alors arrête de me dire ne t'énerve pas, merde. Ça va? Excusez-moi, monsieur le directeur, il y a un inspecteur qui insiste pour vous voir. Monsieur Lubic, j'aimerais éclaircir avec vous quelques détails. Il fallait bien que j'arrive un jour. Attention, l'épidémie de gastro-entérite est bien installée en France et le gouvernement ne veut prendre aucun risque. Si on ne fait pas quelque chose dans l'heure qui suit,
Je dirais, on va commencer à avoir un bouchon qui devient de plus en plus important. Le plan de la dernière chance, se purger naturellement de par le Redoux. Hier, c'était un record. Une coulée encore plus impressionnante d'hélicoptères, partie de 2600 mètres pour terminer 2000 mètres plus bas dans la vallée. Si quelqu'un voulait déposer quelque chose comme hier, ça le ferait peut-être reculer un peu. 350 000 personnes ont consulté leur médecin ces 2 dernières semaines. On m'a prévenu qu'il fallait qu'on évacue, donc j'ai appelé mon mari. On est allé chercher quelques affaires et on est parti. On s'est trop préoccupé de vous, les Français. Je dois pouvoir terminer ma vie dignement. Ça intéresse les gens quand même de savoir ça. C'est pas rien. Monsieur le Président, je vous l'ai dit, on a énormément de thèmes à aborder ce soir. Que dire à tous ces chômeurs qui n'arrivent pas à trouver un emploi alors qu'il y en a peut-être? Mais je comprends pas ce raisonnement. Bon, bien sûr, on vous plaint, c'est difficile. Mais il y a un moment, aide-toi, le ciel t'aidera. Je préfère de toutes mes forces me focaliser sur l'indemnisation du chef d'État, plutôt que moi de me focaliser pour que les gens retrouvent un travail. Entendons-nous sur ce que c'est qu'un travail pénible. J'ai passé l'autre jour une partie de la nuit avec Michel Alliot-Marie. C'est dur physiquement. Bon, ça m'arrive de temps en temps, pas souvent, mais de temps en temps. Dimanche, les Français vont choisir leur prochain président de la République. Ah bon? Moi, écoutez, franchement, je vous ai mis... François Hollande, quel président comptez-vous être? Et pourquoi pas Hitler? Pourquoi vous dites ça? Nous sommes en Europe le pays où la production industrielle est le plus rapidement repartie depuis maintenant 3 mois. Alors oui, nous allons faire des économies et c'est ainsi qu'il est mieux d'agir. Dans le cadre d'une escroquerie en bande organisée, est-ce qu'il y a toujours un chef de bande, Monsieur le Président? Et ça sera l'occasion de saluer toute l'armée française qui était prête à... Bah, écoutez, je vous l'accorde, partout où je me déplace, je suis pris de gaz. Et c'est pas simplement dans un pays, dans une région, ça peut être partout. Mais ils sont retenus. Depuis des années, c'est finalement un concours Lépine pour alléger la pression et prendre l'option qui paraît la meilleure. Je peux donner mon expérience. Je me suis retrouvé le 21 avril 2002 face à Jacques Chirac. Il y a eu un massacre chimique. J'ai vu ce choc qui a été le sien. Je mesure ce drame qui crée une situation épouvantable parce que je vois bien qu'il y a là un très grand malaise. Bref, je ne me suis pas posé de questions. J'ai dit, c'est Laurent Fabius. Et je ne le regrette pas. Ce qui est assez marrant avec cette chaîne, c'est qu'elle peut même donner l'impression, si ce n'est qu'une impression, de transformer la langue de bois en vérité. Bref, tout ça pour dire qu'on peut faire dire ce qu'on veut aux images, hein. Et du coup, ça veut dire qu'on ne peut plus faire confiance aux images? Bah, elles ne sont pas systématiquement truquées non plus, donc je n'irai pas jusque-là. Là, on a eu des exemples parodiques, mais dans les cas sérieux, si on pense qu'une image est manipulée de telle manière, il faut quand même pouvoir le prouver. Si tu entends ce genre d'accusation sans preuve, il vaut mieux douter de cette affirmation dans l'immédiat. Bon, par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on peut aborder un sujet sous des angles différents. Du coup, pour appuyer cet angle, on peut se servir d'images brutes et ne retenir qu'une partie qui appuiera cet angle. Une sorte de biais de confirmation volontaire, quoi. Voilà. En résumé, nous pouvons faire dire aux images ce qu'on veut avec le montage, en disant quelque chose de faux, mais en se servant de telles images pour donner l'impression ou faire croire que c'est vrai. Il est possible de faire du Lego avec des arguments bidons pour en faire un ensemble cohérent. C'est ce qu'on appelle le millefeuille argumentatif, hein. Peut-être aussi parce que l'idée défendue n'est pas supposée être difficile à avaler, qui sait. On a aussi vu que même sans manipulation, nous pouvons interpréter les images de manière faussée, voire carrément biaisée. Notamment quand on présuppose l'existence d'un complot, nous voyons des preuves entre guillemets de quelque chose de pas net. Ah ça, quand la vidéo est floue, c'est la preuve qu'il y a un truc pas net.
Tu sais que cet argument a vraiment déjà été fait au premier degré? Sans blague. Ouais. Je ne vais pas en parler pour pas dévier de ma conclusion, mais ouais. Bref, dans des cas comme ça, il faut d'abord essayer de savoir s'il n'y a pas une autre explication plus rationnelle. Encore le biais de confirmation et le rasoir d'Occam. T'as vu ça? C'est vraiment du scepticisme de base, ça. Il faut vraiment essayer de ne pas l'oublier. D'ailleurs, j'espère ne rien avoir oublié sur ce sujet important. Bon, de toute façon, je pense qu'on a déjà vu beaucoup de choses ensemble aujourd'hui. Pour la prochaine fois, il serait temps que je commence à vous parler des arguments fallacieux, mais je me demande si je vais pas repousser ça à plus tard, parce que j'ai une idée en tête. Oh, c'est quoi? Je te dirai peut-être ça en off. Ça dépend si tu sais tenir ta langue. Je ne peux même pas la tirer, elle va bien rester en place. Sauf au pire si elle tombe dans mon ventre. Ah, c'est rassurant. Et un peu angoissant à imaginer aussi. En attendant de m'enlever cette image de l'esprit qui essaie d'être le plus critique possible, je vous dis à la prochaine. Cordialement. Bisous. Avec la langue? Mais t'es complètement con. Je t'ai dit que je pouvais pas la tirer.